Chers amis, mesdames et messieurs, il me faut remercier devant vous tous Laurence Furrer-Sida, qui nous fait l'immense cadeau et amitié de venir à la librairie Kléber à la Salle Blanche avec un accès qui n'est pas pourra s'améliorer. Et j'ai trouvé, pour avoir rencontré Laurence antérieurement, qu'elle était un excellent exemple formidable de la combativité que l'on peut avoir et à la manière dont on peut refouler et la maladie et le handicap pour passer, j'allais dire, de la chaise roulante à la posture de championne d'escrime. Et je trouve que cette histoire est à bien des titres intéressante pour notre débat sur le normal et les pathologies. Alors, Florence, un grand merci au nom de tous de venir témoigner devant tout le monde. Votre livre est magnifique, il se lit extrêmement bien, donc je fais le quart d'heure publicité pour ce livre remarquable. Et je vais vous demander tout d'abord de nous raconter un tout petit peu votre vie, en tout cas ce que vous souhaitez en raconter. D'accord. Bonjour professeur, bonjour à tous et merci professeur de m'avoir invité. Alors je commence un peu à raconter ma vie comme ça me l'est demandé. Alors je suis née avec un combat déjà au départ. Donc j'aurais pas dû être là, ça c'est déjà une première chose. Et ensuite les médecins m'avaient condamnée, donc c'est-à-dire j'aurais dû mourir. Mais je me suis battue dès la naissance. Mon combat a commencé là, d'ailleurs. Ensuite, ma jeunesse s'est passée dans ma famille. Mes parents, ils avaient un restaurant. Donc, j'étais assise sur un fauteuil jusqu'à l'âge de 16 ans. Ma mère, elle me
transportait à l'école sur les bras, et retour à la maison, c'était le quotidien, assis sur ma chaise dans la cuisine ou dans la chambre. La cuisine était faite pour moi, pour éplucher les légumes. La couture, j'ai appris à coudre très 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 vite, hein, parce que voilà, couture, tricot. Et je devenais un peu utile dans ce sens, c'est-à-dire que, comme mes parents ils avaient un restaurant, il fallait faire les nappes, etc., les serviettes, enfin tout ce qui suivait. Donc à l'âge de 16 ans, ça devenait pénible, je devenais une jeune fille, j'avais du poids, enfin un petit peu, et puis donc ça devenait difficile pour ma mère de me transporter, il me fallait un fauteuil roulant, forcément, ce qui est logique. Mais ma mère, qui était un petit peu braquée, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez lire ça dans mon livre, elle ne voulait pas que j'ai un fauteuil roulant. Pourquoi? J'ai compris par la suite le pourquoi. Et c'est mon oncle qui a donc vraiment insisté pour que j'obtienne ce fauteuil roulant. Alors je ne vous dis pas, un fauteuil roulant, je l'ai lu, j'avais 16 ans, c'était la liberté totale. On ne me tenait plus, je me baladais partout, dans toute la ville. Enfin voilà quoi. Et bien sûr, 16 ans, 17 ans, c'était les petits flirts, les copains, comme toute autre jeune fille, avec évidemment un peu de retard. Ça, vous pouvez bien vous en le constater. Donc, suite à ça, je me suis mariée assez jeune quand même, et je faisais un peu les 400 coups, on va dire entre parenthèses, parce que ma mère, elle ne supportait pas mon indépendance, donc je me battais là-dessus. C'était déjà un combat pour l'avoir un peu tous les jours. Il fallait trouver du travail, parce que j'étais toujours dépendante dans les autres conditions aussi, donc je me battais pour trouver du boulot. Et là, c'est beaucoup mon papa qui m'a beaucoup aidée, et que vous retrouverez peut-être souvent dans le livre quand vous le lisez, le livre. Donc j'ai finalement été embauchée à une usine comme secrétaire. Malheureusement, au bureau, cette usine-là a fermé 8 mois après. Donc c'était reparti, le combat était reparti, retrouver du travail, c'était toujours la même galère. Je me présentais devant les entreprises, on me fermait presque la porte au nez quand on voyait le fauteuil, c'était fini quoi. Et à l'époque, vous montez 40 ans en avant, plus une personne handicapée, ça n'existait pas. On n'était pas là pour, on était bien pour être dans une pièce comme ça devait être au départ pour moi. Mais je ne me suis pas laissée aller là-dessus. Et j'ai fait toute la ville de haut en bas, plus la ville à côté, en fauteuil roulant. J'ai fait, et puis, bon, grâce à mon papa, après, de par sa profession de restaurant, on a trouvé une usine qui m'a accueilli de nouveau. Ça s'est bien passé, j'étais donc secrétaire là-bas. Bon, il y a eu quelques petites complications aussi, parce qu'il y a eu des jalousies, un fauteuil roulant, etc. Toujours le même problème. Et entre-temps, donc, j'ai connu mon ex-mari. Je me suis mariée aussi un peu... mes parents, surtout ma mère, étaient contre ce mariage. Et donc, ce qui s'est passé, je suis tombée enceinte. Moi, à l'époque, je n'avais pas trop d'éducation sexuelle et tout ça. Je ne savais rien. Je commençais à peine à connaître la vie. Et ben, je me suis trouvée enceinte. Et là, il fallait que je me marie très vite. Une fille handicapée enceinte avant le mariage, ça c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc il fallait que je me marie très vite. Au bout de 3 semaines, c'était quand même un beau mariage, un grand mariage, parce que la renommée de la maison voulait que... Donc il fallait pas qu'on voie que je suis enceinte, personne ne savait. Quand je me suis donc mariée, quand je venais des fois chez mes parents, je devais rester dans la cuisine. Ma mère ne voulait pas que les gens du restaurant voient que j'étais enceinte. Donc il fallait toujours cacher ça, elle me tirait la robe, enfin ça devenait horrible quoi, j'en pouvais plus. À l'église, quand j'allais communier, c'était pareil, j'étais mariée avec un homme divorcé, j'étais enceinte, on me refusait la communion directe, hein, c'était devant tout le monde. Enfin voilà, c'était toujours un combat quotidien et puis des choses très dures à vivre. Donc moi, j'étais heureuse, en fait, je ne me rendais pas compte, ma grossesse se passait à peu près normalement, ce que je pensais. Bon, ce n'était pas tout à fait le cas. Et j'ai accouché donc, je vais dire, au début du 8e mois, quelque chose, parce que je ne voyais plus, j'étais au bord de l'éclampsie, j'avais 24 de
l'ophtalmologue disait c'est pas grave, enfin, il cherchait un virus dans l'œil, je ne sais trop quoi. Et en fait, c'était ce problème de tension. Le médecin, à l'époque, un homéopathe, on n'arrivait pas à le joindre, donc ça se compliquait. Donc quelques jours passaient, je voyais plus rien du tout, j'avais des grosses taches devant les yeux. Et en fait, j'ai été hospitalisée d'urgence. Je me souviens toujours, quand on m'a fait la césarienne en urgence, ils ont appelé le gynécologue, et j'avais mangé la soupe aux lentilles avant, alors là c'était la cata. Il fallait donc déjà me vider l'estomac, enfin c'était horrible. Et donc mon fils est né, il avait 1,8 kg, on a failli passer tous les deux, j'ai été 3-4 jours en réa, avec énormément de tension. Mon fils s'en est sorti aussi, tous les deux on s'en est sortis, et j'étais quand même 2 mois à l'hôpital, mais vive la vie, j'avais un beau cadeau. Donc, on a cherché mon fils, tout s'est bien passé. Mon ex-mari, pas très facile à vivre, un peu style de ma mère, donc de vivre dans le difficile, ça ne posait pas trop de problèmes parce que j'ai connu que ça. Donc, moi je voulais toujours plusieurs enfants. Hein. Ça va, j'en ferai encore maintenant si c'est dit. Donc, un deuxième a suivi assez rapidement, hein, 3 ans après, mais avec plus de précautions, parce que j'avoue que moi-même, ma première grossesse, je ne faisais pas trop attention, je faisais la cuisine sous la coudoir, enfin, je me sentais bien, donc il n'y avait pas de raison de faire attention, quoi. Et puis tous les problèmes à côté, à l'époque je ne les connaissais pas, aujourd'hui je les connais. Donc pour ma fille, ça s'est mieux passé, j'ai eu beaucoup de contractures très rapidement, 4e mois j'étais couchée. Mais pour moi, c'était pas un problème parce que je savais qu'il y avait un bébé qui allait naître. Donc, ça s'est mieux passé que le premier. Et c'était une fille, donc c'était le bonheur, c'était le couple. Ma fille, elle avait aussi 2,530 kg. Elle n'avait pas tout à fait de poids, mais enfin, elle n'était pas aussi longtemps en couveuse parce qu'à l'époque, il fallait surtout faire attention. Une femme handicapée, on ne peut pas laisser rentrer à la maison avec des enfants. Comment elle fera, tralala, enfin bref. Là, je me suis rebellée parce que je ne voulais pas avoir 36 péricultrices chez moi. Je voulais me débrouiller toute seule avec mes enfants. Donc, on a adapté plein de trucs autour qui facilitaient la vie du déplacement des enfants. Et les enfants se sont très vite adaptés. Hein. Je les prenais au bras quand je sortais du lit, quand ils avaient 6-8 mois. Je les tenais à l'épaule. Ça se passait très bien, quoi. Il n'y a jamais eu de problème. Et donc... tout allait bien, bon, mon ex-mari, ça devenait de plus en plus difficile, il fallait très vite construire parce qu'avec ma mère qui habitait par la suite au-dessus, mon père étant décédé donc à la naissance de mon fils, tout de suite 3-4 mois après, là c'était très difficile aussi, je sortais de l'hôpital et j'aimais beaucoup mon papa. Donc je le veillais à côté de lui, j'étais couchée à côté de lui sur le lit avec mon fils entre qui avait peut-être 3 mois, qui venait de sortir de la couveuse assez tôt. Et je le veillais jusqu'au bout. Je dormais à côté avec le gamin, c'était la vie et la mort. Mais enfin, je ne sais pas trop comment j'ai fait à l'époque avec tout ce que j'ai vécu, mais enfin, je suis là. Donc pour mon papa, j'aurais tout fait. Donc voilà, alors il fallait très vite déménager parce que ça se passait mal. Ma mère, elle est donc venue habiter au-dessus de chez nous et c'était toujours les problèmes, les histoires avec mon ex, avec moi-même. Elle avait toujours à redire parce que elle n'est jamais venue me voir à la maternité, enfin à l'hôpital. Elle ne voulait pas. J'ai pas compris pourquoi au début. Aujourd'hui, je comprends beaucoup. Et ça, je vous laisse... les personnes qui sont intéressées par le livre, je vous laisse lire. Donc, il fallait construire très vite, enfin, il fallait trouver une solution accessible avec 2 enfants, peut-être roulant, etc. Donc, on s'est lancé dans la construction avec peu de moyens, enfin, pour partir le plus vite possible. Dans cette nouvelle maison, effectivement, plein pied, tout ce que vous voulez, parce que l'autre ne s'était pas adapté, il y avait des marches, j'étais enceinte, j'aurais pas pu sortir s'il y avait eu un problème. Donc tout allait bien, mais mon ex c'était toujours un peu pire, il s'adonnait un peu à quelque chose qui n'est pas très bien.
Donc je le savais à l'époque sans vouloir le savoir. Quand j'étais jeune, par la suite je l'ai compris mieux et ça s'est toujours aggravé. Et ça devenait difficile à vivre, même avec les enfants. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne vous dis pas ce que j'ai vécu. Des mots très durs, verbaux et autres. Je me suis déjà retrouvée par terre du fauteuil. Les enfants étaient petits, je ne pouvais pas partir, je n'avais pas de moyens. Ma mère qui ne voulait rien savoir, tu te débrouilles, tu l'as voulu. Bon, je lui ai même rien dit parce que ça n'aurait servi à rien, quoi. Et j'aurais dû retourner chez elle, ça c'était sûr, et ça je ne voulais pas. Donc c'était... Donc j'ai continué comme ça pendant 20 ans, jusqu'à ce que mes enfants étaient plus grands. Et là, mes enfants, ils ont compris très vite, et c'est eux qui m'ont poussé au divorce. Donc c'était pas facile, avec rien. La maison, je devais la garder, je me suis battue là-dessus, c'était un divorce très difficile. Entre-temps, je suis tombée très malade pendant ce divorce. J'avais un staphylocoque doré, c'était quelque chose de terrible. Et pareil, j'ai failli passer, j'étais d'abord à Colmar et j'ai demandé à aller sur Strasbourg parce que je savais qu'il n'y avait plus d'issue. Et Strasbourg m'a sauvé le CTO et je leur en dois beaucoup. Donc c'était une lourde opération, c'était un cathéter, je me souviendrai à vie, pas qu'une fois, mais une deuxième fois, et des antibiotiques, enfin beaucoup de choses très difficiles à vivre. Mais je peux dire que l'équipe du CTO était une super équipe de médecins, d'infirmières, etc. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont sauvé, je peux dire entre parenthèses, ils m'ont sauvé. Donc, cette opération était quand même assez lourde, plus de hanches, plus de col de fémur, enfin tout ce qui suit. Et je suis rentrée, j'ai continué mon combat avec le divorce, mon combat de la maladie, du divorce, enfin tout ce qui suit. Et je me suis dit, je ne vais pas me laisser aller. Maintenant, j'ai encore une fois gagné un combat, le deuxième, je vais le gagner aussi. Et ça a été, donc tout de suite, 6 mois après, j'ai été divorcée, je m'en suis sortie de ma maladie. Mais les choses ne s'arrêtant pas, bon, tout s'est bien passé. J'ai repris le sport parce que je fais du sport depuis 92, 13, enfin ça fait 26, 27 ans. Et donc le sport, c'était l'escrime, enfin c'est toujours encore l'escrime. Hein. Et pourquoi l'escrime? C'est un sport de combat. Vous en doutez bien. Il fallait se battre. Donc ça faisait partie de ma vie, ce sport. Pour gagner, il fallait se battre. Pour gagner dans la vie, souvent, il faut se battre. Sinon, c'est pas possible, hein, pour n'importe quoi. Et c'est le sport qui m'a énormément aidée, qui m'a sorti de toutes ces choses terribles. D'ailleurs, j'aurais dû arrêter l'escrime en 2000, quand j'avais mon staphylocoque. Les médecins me l'ont formellement interdit. Et quelques mois après, venue à la maison, j'ai recommencé doucement et j'ai fait très vite, j'ai été les championnats d'Europe. C'était une Coupe du Monde que j'ai vite gagnée. Et en fait, j'avais rien dit au médecin parce que sinon on ne fait plus rien. Voilà. Et tout allait bien pour moi. Et entre-temps, donc, j'ai appris à connaître mon deuxième époux qui est là dans la salle. Tout se passait bien, il avait un restaurant, c'était vraiment la belle période, je revivais, j'étais heureuse. On a décidé de se marier, donc le mariage me faisait quand même pas trop peur parce que j'ai bien compris que c'était l'inverse à mon ex, autrement c'était même pas envisageable, quoi. Et on s'est mariés, on était super heureux, très heureux. Quelques semaines après mon remariage, le combat n'était pas fini, hop, rebelote. On a appris la sclérose en plaques de mon mari, progressive. Hop là, c'est reparti. Un nouveau combat, s'annonce à moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il y avait des coups de déprime, hein, je ne vous dis pas, parce que là, je ne suis pas le bon Dieu non plus, hein, mais c'est encore le sport qui m'a sorti un peu de toute cette merde, entre guillemets. Et évidemment, pour moi, c'était le château de cartes qui allait s'écrouler, quoi. Mais
j'ai repris le dessus, grâce au sport, encore une fois. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte avec les moyens du bord, ce qu'on peut, comme on peut. C'est pas toujours facile à deux de vivre ça. Mais à la limite, ce que je fais, un petit peu, je vous le dis honnêtement, j'évite de voir la maladie de mon mari. Même que les problèmes, la pathologie, Je les tout envoie est là. à droite à gauche. J'essaie de rester dans le normal, docteur. Ce qui n'est pas toujours évident, je vous l'assure, mais j'essaie de vivre de ce côté-là. Donc, la vie continue. Entre-temps, j'ai fait ça fait quand même déjà 9 ans que je fais du tir sportif carabine. J'ai fait quelques titres. Là, je suis sélectionnée pour les championnats de France de tir à Tarbes, carabine 10 mètres. Je fais de la danse de salon. D'ailleurs, je fais des démos si quelqu'un est intéressé, avec mon partenaire qui est également professeur de danse, donc cha-cha, tango, tout ce que vous voulez. Nous étions même à Paris pour faire des démos, et la danse c'est la vie, le sport c'est la vie, on oublie tout, quoi. Même que le quotidien revient après au galop, mais quand on est bien, il faut essayer de ne pas le voir, quoi, en fait. Et puis, tout le monde a des pathologies, on ne les connaît pas toujours, on ne les voit pas, mais il y en a partout. N'est-ce pas, docteur? Merci beaucoup à vous. Alors il y a un chapitre qui m'a paru assez intéressant, c'est vous et les animaux. Ah oui, tout à fait. J'avais un peu oublié celui-là. Les animaux, j'ai toujours eu des animaux. En fait, quand j'étais petite, 8-9 ans, j'avais voulu un petit chien. Et donc, chez ma mère, pas question. Et mon papa, un jour, pour mon anniversaire, il m'a offert ce petit chien dans un beau petit panier. C'était pour Pâques, je m'en rappelle toute ma vie, c'était un pincher, qui ne m'a plus quitté jusqu'à sa mort. Et de ce jour, j'ai toujours eu des animaux, j'en ai toujours, j'ai un chien, un bosseron maintenant, un chat, je ne pourrais pas vivre sans. Et l'animal, ça vous amène quand même une partie de tendresse peut-être que je n'avais pas, que je ne connaissais pas. Et je pense que c'est toujours le chien qui m'a beaucoup apporté ce côté-là, enfin l'animal. Voilà. Quand on lit votre livre, on sent, mais je ne sais pas si c'est le mot juste, une certaine rancœur à l'égard de votre maman. Oui, c'est ça. Exactement, oui. Parce que, en fait, comme vous avez pu le lire et le comprendre, je pense que j'étais pas un bébé voulu. Mais c'est ce que j'ai appris par la suite. À mon deuxième mariage, enfin là, j'ai tout appris. Le lendemain de mon deuxième de mon mariage, j'ai appris par une dame qui était notre nounou, qui nous gardait souvent, et puis qui restait un peu une amie, qui avait aussi déjà 4 ans. Et c'est elle qui m'a dit un peu ce qui s'était passé. Pourquoi il y avait toujours cette froideur, pourquoi toujours cette méchanceté quelque part, quand elle pouvait me dire « Adieu, tu t'en vas, tu te maries, vas-y », enfin des trucs méchants. Et mes enfants, elle les aimait pas trop. Enfin, le garçon, oui, mais la fille, chaque fois qu'elle prenait ma fille dans les bras, un bébé, elle criait. Hein. Donc je pense qu'elle a beaucoup souffert dans le ventre. Vous avez pu lire ce qui s'est tout passé. Et donc effectivement, j'ai beaucoup souffert là-dessus. Ensuite, j'ai compris. J'étais pas un enfant désiré. Donc il y a eu quelque chose, mais on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment est-ce que j'étais voulue, est-ce qu'elle a fait un faux pas, est-ce qu'il y a eu viol, je ne sais pas. La dame, elle a dit, il faut que je te confie ça maintenant parce que je ne peux plus le garder sur le cœur. C'était trop dur pour moi de le garder pendant toutes ces années. Et je pense avec l'âge, elle s'est rendue compte qu'un jour, elle pourra peut-être plus me dire. Et c'est sûr que c'était encore une fois un choc. Là, c'était un choc le lendemain du mariage. Je me suis dit, c'est pas possible. J'avais bien entendu une ou l'autre fois un petit écho quelque part, mais les gens parlent beaucoup, on ne peut pas toujours écouter ce qu'on dit. Mais là, elle me l'a raconté en détail. Je ne peux pas commencer à le raconter parce que c'est quand même assez dur. Et je ne sais pas,
une rancœur, je ne lui en veux pas. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, l'avortement, tous ces problèmes. C'était peut-être un déni de grossesse. Hein. Moi, je pense, j'ai souvent pensé quand je vois des émissions à la télé. Et à mon avis, comme elle n'a pas eu les moyens qu'il fallait, elle a fait avec les moyens du bord. Et puis voilà, quoi, je suis quand même née. Je suis née parce que j'étais en siège. Donc c'était le combat. En fait, il ne fallait pas que je sois là, quoi. C'est un témoignage de vie et de courage et de combat. On comprend que vous ayez choisi les sports de combat. Et au moins une fois dans le livre, vous racontez comment, après une mauvaise nouvelle, il fallait tuer l'adversaire. Oui, c'est ça, oui. Et que ça vous a fait gagner contre... Tout à fait, j'ai fait un podium. Ah oui, tout à fait, oui. C'était Et je vous raconte, souvent mon ex-mari, il n'aimait pas l'escrime, hein, il était contre. Hein, donc en 95, j'ai ouvert mon propre club à Guebwiller parce que j'allais sur Wittenheim. Et c'était toujours un petit peu pénible et tout, j'avais pas trop d'aide, de soutien parce que j'avais pas de moyens, donc je pouvais pas faire toutes les compétitions à haut niveau pour aller en équipe de France. Et donc j'ai ouvert mon club sur Guebwiller, là c'était pareil, tu réussiras pas, blablabla, blablabla. Bon, moi avec ma détermination, fallait pas dire que tu réussis pas. En général, je vais au bout quand j'entame quelque chose. N'importe comment, je vais jusqu'au bout. Hein. Ça passe ou ça casse. Et puis ça passait, quoi. Et donc, mon club, il a 22 ans aujourd'hui, il existe toujours. On a des personnes non-voyantes, on a des handicapés physiques, on avait déjà des malentendantes. Donc, il est ouvert à tout handicap. C'est vraiment un club Florival Handisport, ça s'appelle. Hein. L'entraînement, c'est tous les jeudis soirs, donc je peux vous en dire plus, hein, de 18h à 22h. Et le maître d'armes, il vient de Strasbourg tous les jeudis depuis, ça va faire 20 ans bientôt. Tous les jeudis soirs, il vient de Strasbourg. Mais il est super. Enfin, voilà. Donc, j'en étais où, docteur? Donc, le sport de combat, voilà, qui m'a toujours... Alors, chaque fois que je partais faire une compétition, mon ex-mari disait souvent, il m'en faisait voir, hein, il ne décrochait pas les pantalons d'escrime, la veste d'escrime quand il pouvait le faire, il me faisait de toutes les couleurs. Et la rage, la colère, la haine, je rentrais toujours avec un podium, je pouvais aller en Espagne, en Italie, n'importe où. Il me faisait l'enfer avant, je rentrais, je mettais ma coupe, le soir, bon lui il était déjà bien, voilà, et le lendemain il avait la coupe sur la table, ben, et alors, voilà. Donc on peut en fait dire que finalement, Laurence, vous n'êtes pas handicapée. Non. Non, docteur. Pour moi, je ne suis pas handicapée. D'ailleurs, c'est des fois ça le problème, parce que moi, je ne vois pas le regard des gens sur moi. Je ne suis pas handicapée, je suis normale. Par contre, j'ai une pathologie comme tout le monde. J'ai des problèmes liés à l'handicap, qui sont les stars, similaires et compagnie. Mais en ce qui me concerne, le mot handicap, non. Et je vais partout, évidemment, il y a l'accessibilité. Hein. Tout le monde me dit, oh, toi, tu as l'habitude, tu es comme ça parce que tu es né comme ça, mais ça ne veut rien dire. Quand je me promène en ville, quand il y a des pavés, là, c'est ce qui a un peu retardé notre passage. Et il faut regarder par terre, il faut faire doucement, il ne faut pas... ou alors, quand il y a des marches, ben, je suis dans le même cas hein, que quelqu'un d'autre. Mais... c'est pas vraiment, on va dire, c'est difficile pour des personnes âgées qui ont des cannes, pour des enfants, des mamans avec des landaux. Le problème elle-même, hein, c'est pas vraiment, c'est un peu un problème pour tout le monde. Les parkings, ça c'est autre chose, c'est le civisme. Si les gens ne respectent pas, bon ben, on peut rien faire. Hein. Moi je respecte, je me mets pas devant une porte de garage, même si je dois marcher plus loin. Mais voilà quoi, non, je suis pas handicapée. J'ai des pathologies, mais je ne suis pas handicapée. Et c'était ce témoignage que nous avions envie d'entendre. Je pense. J'ai encore une question avant de laisser l'éventuelle question de la salle. Est-ce que vous avez l'impression que les choses se sont améliorées dans notre pays de ce point de vue? C'est difficile. Hein.
l'accessibilité, un petit peu, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que, bon, ce qui a beaucoup avancé, c'est que les gens ne voient plus l'handicap comme à l'époque. Hein. À l'époque, vous étiez handicapé, vous faisiez pas ci, vous étiez mis de côté. Tout ça, ce regard-là, il a changé sur la société quand même. Parce qu'il y a encore, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, quoi. Mais par contre, il y a beaucoup de choses, là on va un peu en arrière, où je suis pas très contente. Il y a beaucoup de choses qui se font, parce qu'il y a des subventions derrière, il y a quelque chose derrière. Donc souvent les clubs valides, ils prennent des sections handi, ils prennent 1 ou 2 personnes qu'il faut pour la règle, et ensuite il n'y a plus rien. On ne s'occupe plus de vous, vous n'existez plus. On touche les subventions, point barre. Et donc là, il faut faire très très attention, parce que ce côté-là, c'est devenu le monde de la politique et de l'argent. Hein. Voilà quoi. Et est-ce que vous ne pouvez pas, avec les associations, dénoncer ce genre de cynisme et de détournement d'argent? On va dire qu'au niveau de l'APF, ils font un peu ce qu'il faut, mais tous ces clubs et tout, ils sont un peu contents de pouvoir fonctionner comme ça, ou alors l'image de la personne handicapée amène quelque chose. Vous voyez? Et souvent, il y a un profit derrière. Et là, moi, ça me déçoit des fois. Je vois les choses peut-être différemment, parce que j'ai quand même de l'expérience, j'ai du vécu, mais ça, c'est un peu ce côté-là qui n'est pas tout à fait sain de nos jours. Est-ce que, pour terminer, avant de passer la parole, est-ce que vous pourriez dire que votre handicap vous a élevé? Le sens d'élever. Un petit peu, oui. Élevé au début, non, mais après, avec tout ce que j'ai fait, effectivement, à Guebwiller, tout le monde me connaît. Quand on parle de Laurence, voilà quoi. Effectivement que ça m'a apporté de ce côté-là, si vous voulez, entre parenthèses, j'ai eu la gloire, mais je ne veux pas entendre ce mot parce que la gloire, j'aime pas ça, mais ça m'a un peu élevée, c'est vrai, c'est vrai. Professeur, j'ai encore un peu quelque chose à dire, je peux? Oui, allez-y. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Alors un jour, donc moi j'aimais bien sortir, j'aimais quand même aller au bal, donc j'avais un ami des fois qui m'emmenait, avec l'autorisation de mon ex, enfin bref. Et puis j'aimais bouger beaucoup. Et un jour, il y avait un bal de carnaval, enfin c'était une soirée cavalcade, et j'étais déguisée en indienne, donc tout ce qu'il faut, la petite jupe, enfin voilà. En sortant de la voiture, il y a un petit gamin, il devait peut-être avoir 7-8 ans, il dit à sa maman, « T'as vu maman, la dame elle est déguisée en handicapée. » J'en rigole encore aujourd'hui, quoi. Évidemment, j'ai bien rigolé, j'ai dit, là, tu vois, hein, on peut se déguiser en beaucoup de choses. Voilà. Oui. Qui souhaite poser une question et profiter de la présence de Laurence parmi nous pour lui poser une question sur cette fille que je qualifierais d'exemplaire et qui nous apprend énormément? Alors j'en ai encore une petite précision. Allez-y. Je suis désolée, mais il ne faut pas que j'oublie. Le livre, en fait, je ne suis pas écrivaine, je n'ai pas écrit. Je l'ai raconté tous les 15 jours. J'avais un écrivain au nom de Monsieur Kempf Nicolas. J'ai raconté mon histoire tous les 15 jours, il l'enregistrait, et ceci pendant 9 mois, comme une grossesse. Et voilà le résultat de mon bébé. Et nous avons voilà. de la partager aussi. Alors, est-ce qu'il y a une demande de parole, peut-être? Oui, oui. Oui, attendez, j'arrive à vous pour vous donner le micro. Oui. J'ai juste une question pratique. J'ai le cas de ma cousine qui est à Béthel. Ils la mettent dans les polyhandicapés, pas mal. Elle est qu'aveugle, à la suite d'un AVC et d'une attaque cardiaque. Ah, oui. Et elle se fait chier du matin au soir. D'accord. En attendant, elle est cherchée par sa famille, son mari. Ses parents la laissent toute la semaine. Et elle n'a même pas appris la méthode Brown. Ah oui, ah oui, d'accord. Justement, je vais avoir, après je vous demanderai les renseignements pour l'association. D'accord. C'est scandaleux ce qu'il doit faire. Ah oui, exactement, oui, effectivement, oui. Ça,
Ah, oui, ça Alors, comment fait-on dans ce cas? Est-ce que vous lui donnez les renseignements tout à l'heure, après peut-être, hein? Mais moi j'ai une Ouais. question, une idée qui me vient après cette question. J'ai l'impression que vous n'êtes jamais ennuyé, Laurence. Ah non, je ne sais pas ce que c'est l'ennui. Les journées sont trop courtes. Hein. Je ne me couche pas avant minuit et 1h parce que je ne peux pas. J'ai toujours, je trouve la nuit, j'ai envie de vivre, j'ai pas envie de dormir, quoi. Oui, madame, attendez. Il y a une demande de parole ici. J'arrive, hein. Voilà, madame. Alors, je viens exprès de Mulhouse. Ah, Ça m'intéressait de venir faire la première fois à ce Super. forum. Voilà. Alors, Mulhouse-Guébillès, c'est pas loin. non. Je vous connais par... Oui, voilà. parce que j'allais souvent à la piscine de Guébillès. D'accord. Voilà. Effectivement, j'y allais aussi. Oui. Alors, je voulais juste déjà vous remercier de votre présence. Et puis, par rapport au sport handisport, enfin, oui. Oui, c'est ça. Et puis les autres sports qui sont des sports de gens normaux, hein, comment on Oui, comment tout on à aborde. fait. Oui. Est-ce que vous avez, je veux dire, des commentaires? Est-ce qu'on vous dit que vous gagnez parce que c'est plus facile? Ah non. Alors ça, non. C'est pas dans ce sens, c'est... Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je vous explique, nous, la seule chose, on est assis dans le fauteuil, et on a un appareil d'ancrage, hein, donc il y a une distance réglementaire entre les deux tireurs qu'il faut respecter, pas d'accoudoir, une hauteur de coussin, enfin les fauteuils sont spéciaux, quoi, enfin un fauteuil normal, mais spécifique à l'escrime, et donc on se jette, on se bat, on se prend comme quelqu'un d'autre, hein. On fait je vous parle de l'escrime, on fait exactement la même chose. C'est souvent encore plus difficile parce que, bon, moi j'ai pas beaucoup d'abdos, j'ai une scoliose, il y a tout qui se rajoute, enfin bref, une pathologie un peu zardi, mais bon, je m'en fous. Et donc, c'est pas toujours évident, hein. C'est le contraire, hein. On a plus de mal à se battre, en fait, quelque part, que la personne qui est debout, qui a la mobilité plus facile, quoi. J'ai répondu à votre question. Bon, vous allez peut-être me poser la question du tir. C'est pareil. Le tir debout, on appelle ça tir debout. Je le tiens à la carabine à bout portant. Hein. J'ai juste un tout petit dossier. Là, le fauteuil il est différent encore. Il faut garder l'équilibre parce que dès que vous bougez, ben, c'est cuit. Hein. Vous n'êtes plus dans le carton, quoi. Donc, c'est la carabine, c'est pas pour tuer quelqu'un, quand même. Non, mais vous voyez, ça ressemble aussi à ce côté rancœur, toujours un petit peu. Hein. On ne l'avait pas pensé, Laurence. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole, un témoignage, ou voilà, un éclairage, ce que vous voulez? Il y a eu du patin à glace aussi. Oui, tout à fait. Je fais du ski, enfin maintenant un peu moins, mais quand j'ai connu mon mari, qui était un très grand skieur, on faisait du ski ensemble, donc du ski. Il m'emmenait en Suisse, ça c'est sur un glacier mortel. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et évidemment, on sortait à peine ensemble. Je ne vais pas lui montrer que j'étais un peu débutante, que je ne savais pas vraiment. J'avais les boules sur le glacier, je descendais comme ça. Il me dit, bon, j'ai vu que. J'ai dit, ben oui, quand j'étais en bas, j'ai dit, ben j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Parce que c'était dangereux ce qu'on a fait. Et mon mari ne se rendait pas trop compte, parce que comme je l'ai dit, que je savais skier, évidemment, je savais, mais pas dans des conditions très difficiles de. Et une fois, j'ai volé, parce que pour prendre le remontant, il fallait se tenir avec cet engin et tirer une ficelle au moment où vous arrivez en haut. Et la ficelle ne s'ouvrait pas. Et je partais avec le remontant, je volais avec mon whisky, j'étais en l'air et je suis tombée dans le bas d'un ravin. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne rien avoir. Et mon mari, il est venu me chercher en grimpant, quoi. Personne ne l'a vu, enfin bref, quoi. On a eu quelques épisodes, mais je suis quand même toujours remontée sur les skis, ça ne m'a pas arrêté. Alors, une autre intervention dans le public? Oui, j'arrive. Hein. Oui. Je ne sais pas si il y en a ici. Je crois qu'il est là. Ah oui, ah bah super. Bon, j'en ai un. Bonjour, merci pour votre venue. J'ai une question par rapport au sport et par rapport à comment le sport handisport est perçu
est médiatisé, oui, peu médiatisé. Oui, exactement. Malheureusement. Ouais. Notamment même les Jeux Olympiques. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Je vous dis honnêtement, c'est une bonne histoire d'argent, hein, parce que la Fédé n'est pas d'accord avec... et c'est eux qui freinent un peu, parce que les moyens ne suffisent pas, soi-disant, quoi. Mais c'est toujours le même, c'est la politique, hein, ça devient l'argent et le problème est là, quoi. Moi je trouve que malheureusement c'est peut-être celui qui doit être le plus en avant, parce que c'est sur ces valeurs justement de dépassement de soi. Tout à fait. Des fois on dit, bon, les Anguilles ne sont pas tellement nombreux, donc ça vaut pas la peine entre parenthèses, mais on entend plein de choses comme ça. En fait, ça bloque au niveau de la Fédé avec le financement, quoi. Le problème est là. Laurence, vous illustrez à vous toute seule comment la frontière entre le normal et le pathologique est floue. Et c'est un peu pour ce témoignage-là que nous avions envie de vous entendre, mais je voudrais au nom de tous vous remercier parce que vous avez donné une immense bouffée d'espoir et de bonheur aujourd'hui. Et pour tout ça, merci Laurence. Merci beaucoup, professeur. Je vais faire un petit quart d'heure pub. Et je pense que le livre est disponible ici. Oui, je peux faire des dédicaces. Oui. Et moi j'en ai une, donc je la tiens sur mon cœur. Voilà. Encore merci professeur Laurence. de m'avoir invité. Merci à tous pour votre aimable écoute et bon après-midi. Acheter un petit